Mon premier souvenir de la prom et le meilleur, c'est la première fois que l'avion était en train d'atterrir sur Nice et c'était mon premier voyage en France. Les photos de mariage en 2009, beaucoup de notre famille, c'était la première fois qu'ils venaient sur Nice, des trucs comme ça. On était vraiment fiers de montrer cette belle promenade des Anglais, quoi. Mon meilleur souvenir de la prom, c'est les derniers pas que j'ai faits quand j'étais enceinte de mes enfants et la première balade de mes enfants sur la prom. Ces sorties d'école où je demandais à mon père de m'amener sur les galets le soir pour me rouler dans les vagues de la promenade des Anglais. J'habitais du côté de Beau-Soleil, donc dans la proximité de Monaco, et quand j'ai commencé à avoir ma première mobilette, à l'époque c'était les mobilettes, alors c'était dans les années 80, et l'une des ambitions c'était de pouvoir descendre à Nice, comme on disait, par la moyenne corniche, et d'atteindre la promenade des Anglais. Je travaille à Marseille, dans une agence de presse, à cette époque-là. On est en voiture avec mon patron de l'époque et on arrive sur la prom. Il y a les palmiers qui défilent. J'ai un peu l'impression d'arriver à Miami Beach. Premier réflexe de mon chef, c'est de décrocher son téléphone, d'appeler ses contacts professionnels parisiens et de leur dire « Et devine un peu où je suis ?» Ah ouais, je suis sur la promenade des Anglais. Tout cette beauté se présentait devant moi. Et ma première pensée, ça a été, si je devrais choisir un endroit où vivre, ça serait ici. La prom avant l'attentat, c'est l'endroit où on atterrit sans même chercher à y aller en fait. La prom, c'est un aimant à Nice. La promenade des Anglais, pour moi, ça représentait la vie, voilà, les retrouvailles. C'était soit pique-nique ou anniversaire ou un truc comme ça. On avait quelques amis malgaches. C'est comme si on retrouvait un peu Madagascar, mais pas en sable, mais en galets. C'est tout ça la prom, c'est des moments de famille, c'est des moments de fête, c'est des moments personnels, intimes. C'est un endroit où on va se ressourcer, se régénérer, où on va reprendre des forces. Ceux qui ont fondé, ce sont des Britanniques. On disait le camino des Inglaises, et c'était un sentier. Il y a quelques tableaux qui l'illustrent merveilleusement et magnifiquement. C'était un petit chemin au milieu d'une pinède, le long de quelques villas, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En fait, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que véritablement ce lieu devienne un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre, un lieu que l'on va éprouver de différentes manières. Entre le fait que la promenade des Anglais soit fréquentée, arpentée par des gens de toutes classes sociales et de toutes origines également, niçois ou non niçois, c'est l'après-guerre. Et finalement, le total amalgame existe depuis les années 80-90. La journée du 14 juillet, j'étais en poste, j'étais secouriste bénévole auprès de la protection civile. Et ce jour-là, nous avons fait une sorte de défilé sur la promenade des Anglais avec d'autres équipes, avec les policiers municipaux, les pompiers, etc. Non, ça a été très belle journée. Le 14 juillet, nous, on n'était pas sur Nice, on était en train de faire un voyage, on faisait une croisière. On fêtait nos 30 ans de mariage. C'était également un moment très particulier parce que le 14 juillet, c'est la Sainte Camille et c'était la fête, bien évidemment, de Camille. Et on était sur le pont avec son papa et on avait très peu de réseau et on avait fait un deal. Le premier qui lui envoie le message avait gagné, c'était le petit deal. Et puis
On avait envoyé notre message. Moi, j'étais toute contente parce que mon message était arrivé la première. J'ai quitté Cannes pour emmener mes clients vers Aix-en-Provence pour le travail. On s'est envoyé juste un texto avec Minou la journée. Elle me disait son programme avec les petits. Comme il y avait la famille, ses cousins et ses cousines qui descendaient de Paris pour passer quelques temps ici. Ce 14 juillet-là, j'étais le responsable de l'agence Nice Matin à Nice, et c'était une journée comme une autre. Plus petite équipe au journal, et puis pas une actualité folle. La seule chose qui est un petit peu différente par rapport à un jour classique, on sait que c'est un jour où on va boucler tard le journal. Aux alentours de 12h30, et je sortais de l'hôpital, j'avais suivi une intervention de sinus, et mon amie Jacqueline était venue me chercher. On a rentré chez moi. Les projets étaient de 48 heures après repartir chez elle, parce qu'elle habitait dans les bars. Après le défilé, avec un ami, on a voulu retrouver d'autres collègues, d'autres bénévoles secouristes de la protection civile, sur un poste de secours à Saint-Laurent-du-Var. Elle est arrivée à Nice à 21h20. On est venu, enfin, un ami est venu la chercher à la gare, et elle est venue déposer ses affaires à la maison, et après elle est partie. On savait qu'elle allait au feu d'artifice, mais on ne savait pas avec qui. Et alors, bon, vers 21h30, je lui ai dit, écoute, je me sens à peu près bien, si tu veux, on va voir le feu d'artifice. Il y avait énormément de monde, on était vraiment les uns contre les autres. J'étais à 22h précises, au moment d'appuyer sur le bouton pour déclencher le feu d'artifice depuis les barges disposées sur la promenade des Anglais, aux côtés de l'artificier qui avait été retenu par la ville, qui était un très très beau feu d'artifice. Fini les feux d'artifice et commencé les kiosques à musique. C'est là on avait passé devant un kiosque à musique, et je lui ai dit, écoute, il vaut mieux qu'on va de l'autre côté et qu'on retourne, parce que là je commence à me sentir fatiguée. Et on avait marché une trentaine de mètres quand le camion nous a percutés. Un camion qui a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. Au moment du feu d'artifice, un semi-remorque a foncé dans la foule. J'avais rendez-vous sur l'entrée de la rue Saint-François-de-Paul, sur cette terrasse de restaurant. C'est en arrivant là que nous avons été bousculés, emportés par une foule immense, puisqu'on était dans ce phénomène de domino, où quelque chose qui se produisait 3-4 kilomètres plus haut projetait la panique de gens qui ne savaient même pas ce qui se passait, puisque naturellement, quand on est 2 kilomètres plus loin, on ne sait pas ce qui se passe 2 kilomètres avant, mais qui était déjà là, plus l'esprit du 14 juillet avec des pétards qui continuaient à sauter de tous les côtés. Et donc, on était dans la panique totale. Et le téléphone sonne, c'est le rédacteur en chef, donc de permanence. Un coup de téléphone du rédacteur en chef, on en a des dizaines toute la journée, c'est des appels classiques. Là, il me dit, tu es au courant, il y a un camion qui a renversé des piétons sur la promenade. Je l'apprends à ce moment-là, en fait, il est informé, lui, instantanément, par un collègue journaliste qui était présent sur la promenade pour son loisir et qui a vu passer le camion. Et au même moment, mon téléphone sonnait, c'était pour me dire on a une catastrophe qui est en train de se dérouler. Il faut vite que vous alliez au sous-sol de la mairie pour vous raccorder à tous les réseaux. On ne sait pas ce qui se passe au-delà des images que nous avons de la promenade des Anglais, du carnage qu'un camion est en train d'accomplir. Il y a sans doute ou peut-être
d'autres actes ou complices dans la ville qui peuvent faire quelque chose, il faut prendre la main tout de suite. À peine le temps de raccrocher, il y a les deux journalistes, c'était deux jeunes journalistes qui étaient missionnés pour aller couvrir le feu d'artifice, qui rentrent. Ils arrivent, je leur pose la question, ils ne sont pas au courant. Je reprends le photographe avec moi et je lui dis on y retourne, il se passe quelque chose sur la promenade. À ce moment-là, cet ami reçoit un coup de fil de sa sœur, en panique, qui lui dit voilà, je ne comprends pas ce qui se passe, il y a des gens qui courent, je ne comprends pas, et j'entends des coups de feu. Voilà ce qu'elle dit. J'ai eu le réflexe d'aller sur Facebook et j'ai vu là en fait des informations défiler, qu'un camion a foncé sur des personnes. De là, j'ai eu le déclic en fait avec cet ami-là de vite rentrer chez nous, de nous changer, de nous mettre en tenue de secouriste et de vite aller à la caserne. L'agence de Nice Matin était rue de la Liberté, donc à 2 pas de la prom. On descend, on traverse, on arrive sur la piétonne, la rue Masséna, et là, on prend une déferlante de gens qui courent. On est à contre-courant. Sur la piétonne, il y a du verre qui jonche le sol parce que les verres ont été renversés par la panique. À un moment, on croise une dame qui est en pleurs. Je l'arrête, je lui dis « Madame, il se passe quoi ?» Et elle me répond « Je sais pas, mais c'est terrible. » Donc j'ai foncé au sous-sol de la mairie où nous avons un poste de commandement. C'est là que j'ai découvert l'horreur, que j'ai appelé le préfet des Alpes-Maritimes en tout premier lieu, que j'ai ensuite appelé ma famille. Nous nous sommes tout de suite rendus au Palais de la Méditerranée, à l'angle de la rue du Congrès et de la promenade des Anglais, où entre-temps on m'avait signalé que on avait abattu le barbare. Moi, je parlais avec un copain à l'hôtel à Aix-en-Provence. Et je rentre dans ma chambre et puis je reçois un coup de fil. Bon, c'était sa cousine qui m'a appelé. Et elle m'a dit qu'il y a eu un accident, il y avait un camion qui a perdu ses freins. Et que Minot était touché avec Yanis, donc le petit garçon qui malheureusement est parti avec elle. Et moi, je passais la promenade de long en large, comme je la connais bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un camion puisse perdre ses freins sur un plat, même si c'est un faux plat, mais voilà. Je crois que le choc, ça a vraiment été quand le photographe m'a montré le boîtier et que j'ai vu tous les impacts de balles sur le pare-brise du camion. J'ai compris que c'était une soirée folle, que c'était un acte fou. Après, j'ai essayé de l'appeler quand même sur son portable et de suite c'était le répondeur. Je lui ai laissé un message, elle m'a pas rappelé. Et comme elle m'a pas rappelé dans les minutes, ou même dans les demi-heures qui suivent, je savais que c'était grave. Et donc, quand on a eu cette alerte France Info, donc une grosse panique parce qu'on savait qu'elle était au feu d'artifice, donc on a essayé de la contacter par téléphone. Après, moi, j'ai appelé des copains, des trucs comme ça pour leur dire que Minot a eu un accident sur la promenade des Anglais. Et malheureusement, le copain en question, c'était le papa à Yanis que j'ai appelé en premier. Et lui, il m'a annoncé ah oui, il y a eu un attentat, Minot est touché, Yanis, il est décédé. Alors j'avais les cheveux qui dressaient comme ça, toute la poêle, et de suite j'avais le nez en sang, parce que j'étais dans le panique complet. On est passé par le quai des États-Unis, on est descendu, et là, en fait, c'est là il y a eu plein de morts au sol. Plein de morts au sol et gyrophares. Et quand je suis arrivée, j'ai ressenti un calme dans le sens où je veux dire, pas de cris,
pas de pleurs, mais un calme absolu. La promenade des Anglais ne produisait plus un seul bruit. Plus rien. Le silence absolu, un silence effrayant. Je n'imaginais pas un jour être confronté à une promenade des Anglais si silencieuse, mais si oppressante. C'est sans doute l'image la plus traumatisante qui reste ancrée au fond de moi et qui restera toujours ancrée. Je ne savais plus où j'étais en fait. Je ne reconnaissais plus la promenade des Anglais. Est-ce que je me posais la question si nous étions en France ou alors dans un pays en guerre? Et puis le souvenir de cette nuit, c'est une nuit à aller d'un endroit à l'autre, au gré de ce qu'on pouvait entendre. J'ai le souvenir aussi de cette information qui circulait comme quoi il y avait un deuxième tireur. Alors on l'appelait un tireur, il n'y a jamais eu de tir, sinon ceux de la police. Moi, mon rôle, c'était d'accompagner les personnes non blessées, de les ramener chez eux. Et il y a une scène qui m'a énormément touchée, c'est la scène où voilà, je croise une femme, je pense qu'elle avait peut-être une trentaine d'années. Moi, à cette époque, j'avais 26 ans. Elle avait un bébé dans les bras, je crois qu'il avait 8 mois, et une petite de 8 ans. Et voilà, elle était assise, il fallait que je la ramène chez elle, dans un quartier je pense que le quartier de la Lanterne à Nice. Et je ne savais pas comment me rapprocher d'elle, je ne savais pas comment m'y prendre. Je sais que parfois je peux être maladroite, donc je ne pouvais pas lui dire tout ira bien ou est-ce que ça va avec ce qui s'est passé. Voilà. Je lui ai tout simplement dit si vous avez besoin de parler, dites-moi. Et après, j'ai commencé à bégayer. Je lui ai dit est-ce que vous avez laissé quelqu'un sur la promenade des Anglais? Et là, oui, elle m'a regardée et elle m'a dit oui, j'ai laissé mon enfant de 3 ans. Et c'est là que, ouais, elle m'a dit j'ai laissé mon enfant de 3 ans au sol au moment où j'ai voulu me relever pour aller le voir. Il a été pris par une ambulance. Et à ce moment-là, elle m'a dit je ne sais pas dans quel état il est, dans quel état je vais le retrouver. Et je me suis mise à pleurer avec elle. Voilà. Le souvenir aussi que j'ai de cette nuit-là, c'est une petite note positive. On apprend que dans le Vieux-Nice, il y a des familles qui ont ouvert leurs portes, qui ont ouvert leur appartement aux naufragés de la prom, à toutes ces personnes qui sont parties en courant dans tous les sens, qui voulaient qu'une chose, se réfugier, se protéger du danger. On est allé dans une de ces familles, je me rappelle cet appartement de la rue Saint-François, où il y avait une dizaine de personnes qui étaient là, de tous les âges. C'était une petite auberge espagnole niçoise, version niçoise, avec un nourrisson qui était là, avec des personnes âgées et des gens bienveillants qui avaient ouvert leurs portes, même des voisins qui étaient là et qui apportaient le thé, qui apportaient des petits biscuits pour que les gens se remettent tranquillement de leurs émotions avant de repartir chez eux, de repartir dans leur foyer. Et ça a fait chaud au cœur après tout ça. Ce qu'on a vécu, nous, ce jour-là, ce qu'on a vécu, c'est l'après. On est arrivé, c'était fini. Le camion avait fait son drame. On n'a été que les témoins pour des raisons professionnelles de cet événement-là. On n'a pas été les victimes. On n'a pas été les proches de victimes. Tous les copains avec qui on était sur la prom pour le boulot ce soir-là, ce qu'on a vécu, c'est rien, quoi, finalement. Et moi, bon, finalement, je suis arrivé sur Nice que le lendemain, vers 4h30 du matin, quoi. Tout était gris, je sais pas, en voyant tous ces militaires et ces policiers et tout ça, moi je suis arrivé à Lanval. Quand je me suis présenté, j'ai vu la jeune femme à l'accueil, j'ai vu dans son regard qu'elle ne m'annonçait pas une bonne nouvelle. Elle m'a mis de côté, elle m'a dit attendez, on va prévenir le médecin et tout. Et puis dès qu'ils m'ont dit ça, je savais que. Puis même pas 2 minutes après, ils sont arrivés là comme dans les films en fait. Dans les films on voit ça, mais il y avait
les médecins, les psychologues, ils m'ont dit, ah ben, malheureusement, on a essayé de tout faire, mais elle est partie. De suite, j'avais tous les problèmes sur les épaules, quoi. J'ai eu peur surtout pour les petits. À 6 heures du matin, il fallait qu'on quitte le poste et il y avait une autre équipe qui allait prendre le relais. Et oui, je suis rentrée chez moi. Mais à ce moment-là, ma fille était chez son père. J'aurais pu directement rentrer chez moi, mais la première chose que j'ai faite, c'était de prendre la route et d'aller directement la chercher. Et là, c'est fort dans mes bras. Ça aurait pu être elle et moi, à la place de cette dame. Et puis l'après-midi, on m'a appelé, on m'a dit, ah ben les garçons veulent bien, enfin ils veulent rentrer, ils veulent te voir et tout. Et puis quand Andrew il m'a vu, il boitait et tout parce qu'il avait mal au genou avec la béquille. Puis il m'a dit papa et tout, mais vraiment triste quoi, triste, triste, triste. Et puis Amaury de suite il m'a raconté. Papa, maman, il s'est fait écraser par le camion avec Yanis et tout. On, j'ai ramassé son sac et les clés qui étaient tombées par terre. Mais il a dit, désolé, j'ai pas retrouvé son portable. Je sentais vraiment la tristesse en eux, quoi. Et puis, presque comme si Andrew, il était un peu, pas fâché, mais d'habitude, je suis toujours avec eux depuis ils ont la conscience de voir un peu le feu d'artifice ou un truc comme ça. J'étais toujours avec eux. Il y a que ce 14 juillet là où j'étais pas. Le lendemain, ma future épouse venait de me rejoindre, alors que je le lui avais interdit d'ailleurs. Et par surprise, me disant je ne peux pas te laisser comme ça, je veux être là pour te soutenir. Donc elle a été un de mes 2 psychologues. C'est là qu'on voit qu'une famille, ça compte. Et le deuxième, c'est en sa présence, mon épouse, un appel téléphonique sur mon portable, un numéro que je ne connaissais pas. Je réponds. Allô, bonjour, c'est François. Et François, mais qui François? Avec un accent un peu italien. Et c'était le pape. Et je dois dire que c'est sans doute celui qui m'a le plus donné la force et l'énergie de pouvoir franchir les étapes qui ont suivi. J'ai ressenti une énergie qui m'a permis de repartir en avant à un moment où je commençais à douter et où je savais que dans les heures et les jours qui suivraient, il faudrait surtout pas mollir, surtout pas baisser pour cicatriser, pour penser ce qui pouvait l'être et surtout pour préparer une longue, longue, longue période de résilience. Moi, j'étais tapée par les camions dans ma fesse gauche. C'est ce qui m'a fait tourner vers ma droite et m'a envoyé contre les palmiers. Et Jacqueline a été aplatie par les camions. Parce que pour la reconnaître, pour lui donner un nom, il a fallu l'ADN de sa fille, les empreintes dentaires. Et quand ils ont rendu le cercueil plusieurs jours après, ça a été fermé. Et ça a été le pire moment de ma vie parce que j'ai pensé qu'il était quelque part. Et recevoir la notice de sa mort, et ça a été terrible pour moi. Là, il est né un sentiment déjà tout survivant
d'une attaque comme ça. Et c'est pas facile. Et pour moi, la peine était double. Était double et ce sentiment de qu'elle était décédée pour moi, à cause de moi, pour me rendre un service. Parce qu'en plus, c'était une fille qui, les soirs, elle n'aimait pas sortir. Il avait sorti bon, pour me faire plaisir plutôt qu'autre chose. Et elle n'est jamais retournée chez elle. Puis c'était le soir, très tard, on était en train de dîner. Et le téléphone a sonné et c'était la cellule de crise. Et on nous a demandé de passer en urgence. Et le papa de Camille a dit dites-nous si elle est morte ou non. Et on nous a dit on n'a pas le droit de vous le dire. Alors il a dit écoutez, c'est moi qui vais vous poser la question. Et vous me répondrez par oui ou par non. Et il a demandé elle est morte. Et on nous a dit oui. Et son papa a raccroché, il me dit qu'est-ce qu'on fait, on y va? J'ai dit oui, on y va. Au même moment, j'entends le téléphone qui sonne, j'entends ma belle-mère qui parlait et je comprends qu'elle est en train de parler à mon neveu qui était aux États-Unis et qui venait de voir sur les réseaux sociaux que sa cousine était morte et qui demande à sa grand-mère mais elle est morte? Alors qu'on venait de nous le dire. Et là, ça a été le trou noir parce que j'ai fait une crise de tétanie. Et donc, on n'est pas allé au centre des victimes. Et ce qui m'a réveillée, c'est des cris. C'est les cris de son frère qui venait de voir dans le Nice matin que la famille annonçait le décès de Camille Muris avec une photo qu'on n'avait jamais vue. Cette photo où elle a le chapeau. Et c'est comme ça qu'on a appris officiellement, qu'on a appris vraiment le décès de Camille, parce que par la suite, on est allé à la rue Gubernatis, et là, on nous a dit officiellement qu'elle était décédée. Et je me vois arriver dans un bureau avec une officière de police. Et sur la table, il n'y avait rien, il y avait simplement une enveloppe Kraft. Et moi, c'est mes yeux qui étaient focalisés sur cette enveloppe Kraft. J'arrivais pas à détacher les yeux. Et là, elle commence à nous dire que Camille était décédée. Et là, elle ouvre cette enveloppe et elle commence à nous donner quelques objets de Camille. Elle sort d'abord une photo, une bague que portait tout le temps Camille, qu'elle nous pose sur la table, pleine de sang. Elle nous sort son téléphone portable, un trousseau de clés, un autre trousseau de clés, et voilà. Et on nous dit comme ça, est-ce que vous voulez voir son corps? Nous, on en avait discuté avant, donc moi j'avais dit que je ne souhaitais pas, son frère non plus, et son papa qui commence à parler pour dire oui, et elle nous dit moi, en fait, on n'a que demain à vous montrer derrière une vitre. Et moi, par terre. J'ai passé plus de 4 mois hospitalisée. Et oui, les conséquences sur mon corps, j'en ai eu plusieurs fractures, mais tous les côtés droits. Le côté gauche, j'avais absolument rien. Et composé un corps qui me faisait vivre à moitié, parce que c'est ce que me rappelait mon corps, c'était la souffrance de mon côté droit. Et ça a été très difficile à surmonter. À la sortie de l'hôpital, ça n'a pas été facile non plus. Et c'est une vie d'avant et une vie d'après.
c'est le vide, c'est l'incompréhension. Après, il y a la difficulté du quotidien. Et puis, il y a la difficulté financière. Et il y a la difficulté sentimentale aussi. Après, d'autres difficultés, c'est effectivement élever les enfants, hein. Au départ, je pensais que je m'en sortais bien. Mais plus ils grandissent, comme on dit, petit souci et grand souci. Et puis des fois, ils demandent quand même leur mère. Et puis, on a besoin de la femme. Voilà, mais c'est pas facile, hein. J'étais secouriste bénévole auprès de la protection civile et je me préparais aussi pour devenir pompier volontaire. Donc j'ai tout arrêté. Pour moi, remettre l'uniforme, j'ai beaucoup aimé être bénévole. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des belles personnes. Mais pour moi, ça représente le 14 juillet. C'est une partie de moi qui est partie. Et aussi, voilà, ce qui est blessant, c'est surtout le fait que ça a été fait par un Tunisien qui se dit musulman, entre autres. C'est encore plus blessant parce que moi, je suis tunisienne, d'origine tunisienne. Je suis de confession musulmane, je suis croyante pratiquante. Quand on regarde les victimes, quand on regarde la manière dont ça a été évoqué, quand on regarde que ces victimes sont issues de toutes les diversités, quand on se rend compte que l'auteur de l'attentat est très lié aussi à cette question de la migration, hein, tunisien, mais bon, pas tout à fait niçois, habitant là depuis quelque temps. Enfin voilà, cette identité-là, tout ça a abouti à effectivement provoquer une forme de chaos dans l'esprit pour être confus, finalement, arriver à une forme de confusion sur cette cible que peut représenter Nice, qu'elle a continué à représenter avec l'attentat de Notre-Dame plus récemment, hein, renvoyant au fait qu'il y a une grande... Voilà, la Côte d'Azur est très sensible aussi à ce sujet. Et du coup, ça rend l'image de la Côte d'Azur plus complexe, en fait, hein. À côté de la carte postale, on gratte un peu, on voit d'autres choses. J'avais repris mon poste d'aide-soignante. Moi, je suis intérimaire. Et à ce moment-là, je travaillais en soins à domicile. Et j'étais allée faire mes soins chez une dame, alitée, voilà. Et à ce moment-là, il y a son mari qui est assis sur son canapé qui me dit, c'était je crois à peu près un mois après l'attentat, qui me dit, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé le soir de l'attentat? Donc moi, je continue mes soins. Et je lui dis, bien évidemment, monsieur, qui n'est pas au courant? Et je lui dis ça tout en souriant. Et il me dit, voilà comment des gens comme vous, sont responsables de ce genre d'attentat. Et à ce moment-là, j'ai arrêté mes soins. Et de là, je lui ai dit, mais monsieur, sachez que des gens comme moi ont été nombreux, à être sur la promenade des Anglais, mais en tant que secouriste, en tant que soldat, en tant que pompier, dont moi, j'y étais ce soir-là. Et là, il s'est levé, il m'a serré la main. Il m'a dit merci, et je suis vraiment désolée. Depuis que j'ai perdu Minot, je me suis toujours dit, il faut que j'avance parce que si je traîne des pieds, ils traînent des pieds derrière moi. Et comme nous, j'ai tenu tous mes promesses et tous nos engagements avec Minot, c'est leur réussite en fait, hein. Qu'est-ce qui m'a permis d'avancer? Surtout, c'est ce qui m'a permis de commencer à avoir un espoir de reconstruction en moi. Et ça a été
comment vous expliquer, la chaleur, la relation que ça a créée entre sa fille Natacha et moi. Sans sa compréhension, n'aurait pas été facile. Impossible même. C'est comme ma fille adoptive, c'est mon chouchou. Il y a d'abord mon fils que j'aime par-dessus tout et qui sache qu'il me donne cette force de vivre que je le dois aussi pour Camille. Mon moteur de vie aussi, c'est voilà, de vouloir être un petit peu sa continuité. Je me sens un peu la dépositaire de sa mémoire. Camille était grande, je sais quels étaient ses objectifs de vie, ses ambitions. Et après, voilà, ma souffrance et mon amour pour ma fille. Il faut que je l'exprime d'une façon. Et ce que j'ai trouvé, c'est la peinture. Quand je peins, c'est bizarre comme sensation. J'ai l'impression qu'elle m'habite. J'ai l'impression que c'est la continuité de ma main, mon pinceau. Et je lui parle comme ça. Je ne peux plus la photographier. Alors, je la peins à ma façon. Je ne suis pas encore reconstruit, et même jusqu'à maintenant, je vous dis, je cherche. C'est maintenant que je commence à me prendre en main. Enfin, moi, personnellement, si je ne fais pas quelque chose, je retombe sur mes souvenirs. Donc, j'affronte ma tristesse comme ça. Je m'occupe beaucoup. J'ai retourné sur la prom au mois d'octobre, quand le président de la République à ce moment, qui était M. Hollande, était venu au château, était venu rendre un hommage aux victimes du 14 juillet. Et dans les trajets, en arrivant vers Nice, les chauffeurs ils me demandent, Madame, quel chemin nous prenons? Je leur dis, vous continuez sur la promenade. On ne peut pas haïr un endroit qu'on a aimé. Je l'ai aimé du premier jour et je continuerai à l'aimer toujours. Nous, on est retourné sur la prom déjà pour se recueillir, même le 15 juillet. Hein. Moi, j'ai toujours dit à mes garçons, la prom, c'est là et ça restera là. Il s'est passé ce qui s'est passé et malheureusement, on doit toujours passer par là. Amaury et Andrew, ils ne se rappellent même pas où c'était parce que t'as tellement changé. J'ai fait des détours incroyables en voiture pour pas aller sur la prom. C'est un été où la prom, je l'ai gommé, je ne pouvais pas y aller. Je pouvais pas. C'était très difficile et puis je me suis forcé à y retourner pour des raisons professionnelles en fait. Un mois après, en me disant je vais écrire un article et en fait quand j'y suis retourné, j'ai ressenti vraiment la cage thoracique compressée, le souffle qui manque, il y avait les tags au sol, il y avait les taches de sang, il y avait des toutes petites choses. Mais en même temps, la prom reste la prom. Je crois que du reste de l'été, j'y suis pas allé et quand j'y suis retourné à la fin du mois d'août 2016, avec le cœur un peu noué, j'avoue que effectivement, avec presque l'idée de voir où étaient les lieux des victimes, remettre un peu de visu. Enfin, il y avait cette question de voir que les images avaient été vues, revues, scandées dans l'esprit à partir des médias et le fait que tout était là à portée de main et de venir éprouver personnellement ce lieu, le réinvestir en fait, se le réapproprier, on pourrait dire. Ça a été compliqué, il a fallu du temps. J'ai dit il faut le temps. Il faut au moins 1 an. Tant qu'on n'aura pas franchi le cap de la première année de commémoration, la promenade des Anglais
ne peut plus être utilisé avec les mêmes usages qu'avant. Je décide de sanctuariser. Pendant 1 an, plus rien. On voyait bien de toute façon qu'elle avait perdu ses joggeurs, elle avait perdu ses promeneurs, et que ce devait être 1 an de deuil à respecter. Depuis l'attentat, je ne suis pas retournée sur la prom. C'est très douloureux pour moi. La prom, pour moi, est devenue une globalité. Je ne sais pas à quel endroit précis se trouvait Camille lors de son décès et je ne veux pas le savoir. L'espace le plus près dans lequel je me situe au niveau de la prom, c'est le mémorial. J'essaie de me lancer des deals en me disant tu vas y aller, mais je suis pas encore, j'ai pas encore réussi à franchir ce pas. J'espère le franchir parce que au niveau de ma reconstruction, ça sera quelque chose d'important. Naturellement, j'y ai été tous les jours, avec beaucoup de réticence morale, parce que je n'arrivais pas à me départir des images les plus atroces et horribles que j'y ai partagées et vécues. J'y suis retourné pour des visites de chantier régulières, pour suivre l'évolution des choses. Et moi-même, j'étais incapable, pendant toute cette année, pourtant elle est restée ouverte, hein, elle n'a pas été fermée. Lorsque je dis qu'elle a été sanctuarisée, c'est à tout événement. Je faisais mon jogging tous les matins, j'y suis plus jamais retourné. Au moment où vous m'interrogez, ce matin, j'ai fait mon jogging comme tous les matins sur la promenade, parce que j'ai réussi à me réapproprier la promenade comme tous les autres et à la vivre avec les mêmes émotions, si ce n'est des émotions plus fortes encore, parce que elle est aussi le symbole du retour à la vie. Il y a longtemps resté le kiosque à musique avec ses traces de reconnaissance, si on peut dire, de sensibilité. On voit un panneau qui dit mémorial du 14 juillet. Enfin, on a encore des éléments qui sont toujours de nature à nous rappeler. C'est important de se rappeler, mais on pourrait dire que la vie a repris son cours. Ouais, la prom, elle a physiquement un peu changé, effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu cette phase de sécurisation pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. J'y vais pour m'arrêter, j'y vais pour me balader, c'est un recueillement. C'est penser à ces 86 victimes, c'est penser à eux en fait. Et se la réapproprier, c'est une manière presque de joindre l'utile à l'agréable, c'est de lutter pour justement faire en sorte qu'elle reste ce qu'elle a toujours été, ce lieu de rencontre, ce lieu d'échange, et qu'on efface ce mauvais souvenir, qu'on ne l'oublie pas, mais qu'on l'efface de toutes les traces qu'elle peut avoir. Et à ce titre-là, il faudrait qu'elle soit encore plus belle, on pourrait dire, hein, et c'est peut-être une ambition pour l'avenir. Ce que je peux souhaiter à la prom aujourd'hui, c'est qu'elle continue à évoluer avec la société. Cette promenade des Anglais a connu beaucoup d'évolutions. Elle est devenue un label au point qu'on veut en faire un patrimoine mondial de l'humanité, un patrimoine mondial de l'UNESCO. La candidature en est un exemple. C'est la belle demoiselle niçoise. On le regarde toujours de bon œil, quoi, cette prom, finalement. Je souhaite à la promenade des Anglais qu'elle puisse retrouver la paix. Vraiment, la paix, seulement. Même si nous avons connu une tragédie épouvantable, où il faut encore continuer à accompagner les victimes, penser cicatriser, on n'arrivera jamais au bout naturellement. C'est aussi un lieu d'espoir, de défi, qui entretient des espérances et de la magie. La promenade des Anglais, c'est magique.